Rebonjour à tous pour cette deuxième partie de journée de cette sensibilisation proposée par la PHP en lien avec la Maison de l'Autisme. On va tout de suite écouter le docteur Hélène Vulser pour sa première intervention. Mais avant, je voulais vous repréciser, notamment pour les personnes à distance, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On étudiera toutes les questions après la réunion et on proposera des éléments de réponse ultérieurement qui vous seront diffusés en appui du replay via un complément d'information. D'ici quelques semaines, vous serez informés via nos réseaux sociaux. Voilà, Hélène, je te laisse la parole pour ta première intervention. Merci, c'est possible d'avoir... Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie qu'on puisse organiser cette journée aujourd'hui. Merci à la Maison de l'Autisme de nous accueillir. Et vraiment, on est très, très contents parce que c'est une journée qu'on avait déjà fait, comme disait Hélène ce matin, qu'on avait déjà fait l'année dernière. Et on avait vraiment à cœur de pouvoir la reproposer de nouveau ici à la Maison de l'Autisme. C'est assez formidable. Donc, moi, je vais parler d'abord d'autisme adulte. Donc, vous avez vu ce matin, on était plus sur un peu plus de l'enfance, les pédopsychiatres qui vous ont parlé. On va parler cet après-midi un petit peu plus de l'adulte, même s'il y aura un peu d'enfants, puisque Cora, qui parlera après moi, est pédopsychiatre, mais connaît l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Et puis moi, je suis psychiatre d'adulte, et donc je vais vous parler du TSA chez l'adulte. Donc moi, je suis responsable d'une unité qui s'appelle le Centre du neurodéveloppement adulte, qui est à la Pitié-Salpêtrière, et qui en fait est une unité dans laquelle on reçoit des personnes avec troubles du neurodéveloppement pour faire en fait un diagnostic, une évaluation fonctionnelle, des préconisations d'accompagnement. On ne fait pas de suivi des personnes, mais on s'attend à ce qu'ils aient un suivi par ailleurs, et on fait des préconisations pour leur suivi. Puis on a par ailleurs une équipe mobile qui intervient pour faire des diagnostics directement dans les établissements, notamment médico-sociaux, mais aussi sanitaires, et aussi donc des préconisations d'accompagnement. Puis on fait pas mal de formations sur l'autisme de l'adulte. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la question de la prise en charge, donc avec les troubles du comportement, de la prise en charge somatique. Mais je vais commencer par quelques diapos sur qu'est-ce que c'est que l'autisme chez l'adulte. Alors c'est à moi. Excusez-moi. Bon, c'est bien, ça laisse aux personnes le temps de s'installer. Très bien. Super. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça marchera après? Non, là, ça marche toujours pas, en fait, pour... Bon, alors, le temps que ça revienne, je vais vous parler. Donc, ah, ça y est, ça a passé. Ok. Juste, c'est possible de me la remettre sur la diapo d'avant, que je puisse présenter la diapo d'avant. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais vous dire quelques mots d'abord pour introduire les choses, pendant qu'on répare ce petit matériel. Donc, la problématique un peu de l'adulte. Donc, je vous donne un exemple. J'organise depuis maintenant 4 ans une unité d'enseignement, qui est une unité d'enseignement qu'on dit libre, donc au choix pour les étudiants en médecine de 4e année. Ils peuvent choisir de venir en formation. Alors, c'est 4 mercredis après-midi, en mars-avril, qu'on fait chaque année, donc avec Cora aussi. On propose à des étudiants de 4e année de venir pour se sensibiliser à la question de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement et à la question du médico-social qu'ils connaissent souvent assez mal. Donc on fait des visites, par exemple dans un ESAT, on va visiter l'USIDATU, etc. Puis on discute un petit peu, on voit aussi, on leur fait passer des évaluations fonctionnelles à eux dans l'unité pour voir qu'ils puissent comprendre comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on évalue chez les personnes. Et en fait, si possible de remettre, merci. Une des premières questions que je leur pose, c'est imaginez, vous êtes une personne, vous êtes aux urgences et vous accueillez une personne qui est autiste et qui présente, on vous dit, des troubles du comportement. Alors, casser des choses, lancer des objets, voire casser le nez de quelqu'un, etc. Et alors, qu'est-ce que vous faites ?
Et en fait, les étudiants en 4e année de médecine, donc c'est assez jeune dans le cursus, ils sont en général assez contents et ils lèvent tous la main en disant moi je sais. Et leur réponse c'est simple, il faut faire une contention, de la sédation et les hospitaliser sous contrainte en psychiatrie. Et ils sont très contents de savoir la réponse. Donc je leur dis, ok, vous avez tous faux. Alors c'est des étudiants qui sont de très bonne volonté. En plus, ils viennent là vraiment pour pouvoir apprendre. On ne peut pas du tout les blâmer. Au contraire, justement, ils n'ont pas encore eu cette formation. Mais c'est vrai que c'est assez un peu stressant de se dire que tout ce qu'ils en ont appris pour l'instant de leurs premières années, c'était que du coup, c'est contention, sédation, hospitalisation en psychiatrie. Et donc je leur dis mais en fait voilà, c'était une personne elle est non verbale, elle a extrêmement mal aux dents ou elle a une migraine ou des choses comme ça et en fait elle sait pas comment l'exprimer et donc elle s'est tapée la tête contre les murs, des choses comme ça. Et vous auriez fait quoi à sa place? Et là ils se rendent compte en fait ils n'avaient pas forcément réalisé ça, qu'il peut y avoir d'autres causes que évidemment des causes psychiatriques et clairement c'est pas la contention sédation qui va améliorer les choses. Je leur dis par ailleurs en fait, avec votre sédation, vous avez utilisé quoi? Alors pareil, ils sont très contents. Ils disent des neuroleptiques. Je dis les neuroleptiques, ça aggrave les problèmes digestifs, la constipation. Puis pof, en fait, votre patient qui n'avait pas de problème digestif, maintenant là, il est en subocclusion, voire en occlusion. Et donc, ça va aggraver encore les problèmes. Et donc, c'est vraiment un exemple pour leur montrer qu'on peut faire autrement. Et souvent, ils sont assez sensibles à ça. Alors du coup, je ne sais pas si c'est possible de me passer les... Merci. Donc une petite vignette clinique, là c'est une expérience de ma consultation que je voudrais un peu vous transmettre, qui est un peu des choses un peu quotidiennes. Donc Idriss, 23 ans, c'était toi d'ailleurs Cora qui me l'avait adressé, je crois, ou qui le connaît, qui a un syndrome ADNP, dans lequel en fait il a un syndrome polymalformatif avec un TSA avec déficience intellectuelle. Il est accueilli toujours en IME, et c'est pas une erreur, il a 23 ans, il est toujours en IME, ça arrive malheureusement. Il n'a pas de langage expressif, mais il comprend les consignes simples. Il a comme antécédent une polypose nasale, une constipation sévère et des caries absédentaires récidivants. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans le cadre de ce syndrome qui sont vraiment des choses fréquentes. Et en fait, il m'est adressé pour des troubles du comportement qui font qu'il passe son temps à aller aux urgences et à être hospitalisé en psychiatrie. Donc vous avez pu voir dans la diapo d'avant, mais il avait un traitement qui était assez important en termes de psychotropes et qui ne répondait pas forcément à la question. Et donc là, ce qu'on a pu faire pour ce jeune, c'est déjà de travailler sur l'orientation en structure adulte. Mais alors forcément, en structure adulte, ils vont nous dire « oui, mais il y a des troubles du comportement, donc ça ne va pas ». Donc il faut évidemment travailler aussi sur les troubles du comportement. Donc on a proposé un bilan fonctionnel, à la fois éducatif, pour proposer une prise en charge éducative adaptée, orthophonique, pour voir quels étaient les moyens de communication. C'est quelqu'un qui n'avait absolument aucun moyen de communication. Et vous voyez qu'il avait donc une polypose nasale, des constipations, des abcès dentaires, qui pouvaient être des choses qui pouvaient être douloureuses, et il n'avait pas de moyens d'exprimer sa douleur. Et donc, quand il a ces moments-là, il l'exprime comme ça. Il l'exprime par des troubles du comportement. Et donc, il y a eu des soins ORL et dentaires réguliers et adaptés qui ont été mis en place. On a préconisé une surveillance du transit, une diminution des neuroleptiques. Et puis, surtout, je lui ai écrit un courrier pour indiquer aux parents, parce qu'en fait, les parents, ils racontaient, à chaque fois qu'on arrive aux urgences, on leur dit, nous, aux professionnels, qu'on sait qu'il a des abcès dentaires, on sait qu'il fait des sinusites sur ses polypes, on sait que parfois, il se met en subocclusion. Et ils le disent très bien, les parents. Ils disent, quand il se tape comme ça, c'est une sinusite. Quand il se tape comme ça, c'est les dents. Quand il se tord le ventre, c'est le ventre. Mais à chaque fois, on nous dit non, allez voir le psychiatre et ça finit toujours pareil. Donc du coup, je leur ai fait un courrier pour les urgences pour qu'ils puissent présenter ça en disant essayez de montrer les choses comme ça. Et effectivement, ce jeune-là, en fait, on m'avait demandé donc de le voir de toute urgence. Alors évidemment, on adresse toujours au psychiatre, on trouve du comportement à leur psychiatre. Et en fait, finalement, donc ça c'est la préconisation que j'ai faite, mais quand je l'ai vu moi, il est arrivé tout calme. Il n'y avait aucun souci. Alors j'ai dit, moi j'avais déjà prévu qu'il y ait 2-3 personnes de mon équipe pour qu'on puisse adapter les choses. Et en fait, il avait vu le dentiste la veille et donc son abcès dentaire avait été traité. Donc il n'avait plus mal, donc il n'avait plus de troubles du comportement. Et donc heureusement que je n'ai pas mis de neuroleptique, ça n'aurait pas été mon idée, mais du coup il avait déjà beaucoup de neuroleptiques, puis à chaque fois qu'il fait des troubles du comportement, pour chaque abcès dentaire, pour chaque sinusite, pour chaque problème digestif, on lui remet un neuroleptique, ce qui aggrave encore les choses. Donc c'est vraiment un exemple qui est assez farinoléptique pour vous montrer que dans ce genre de situation, on est complètement à côté de la plaque de mettre des neuroleptiques. Sur la suivante.
Alors, comment améliorer l'accompagnement des situations de comportement défi chez adultes? Alors, quelques pistes que je vais vous détailler dans le topo. Déjà, une des choses qui me semble importante, c'est d'assurer un diagnostic pour tous, puisque tout le monde n'a pas un diagnostic, d'assurer un diagnostic des troubles associés pour tous, un diagnostic génétique, donc je laisserai ma collègue Perrine Charles en parler, et assurer un bilan fonctionnel pour tous. Déjà, si on a déjà toutes ces choses-là, on a une bonne connaissance de la personne et on va pouvoir savoir quelles sont les choses qu'on va pouvoir lui apporter en cas de problème de comportement. Et puis après, savoir quelles sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour l'accompagnement de ces personnes. Et donc ça, c'est important. Et comment on le sait? Par des formations des professionnels, par la supervision des professionnels. Et également, ce qui me semble important, c'est que les accompagnements qu'on peut proposer puissent être faits de façon coordonnée au niveau un peu d'expertise. Et ça sera un peu le projet qu'on travaille dans le cadre de la plateforme qu'on veut faire à la Pitié-Salpêtrière, avec vraiment une coordination des soins au niveau à la fois éducatif, médicaux, dentaires, psychiatriques, etc. Sur la diapo suivante. Alors déjà, assurer un diagnostic pour tous, c'est pas toujours facile, mais c'est des choses auxquelles on doit s'astreindre. Il y en a beaucoup qui ont reçu, vous savez, des diagnostics, alors surtout chez l'adulte, de psychose infantile, dysharmonie évolutive, TEDNOS, etc. Et ça, c'est important quand même qu'on puisse faire ces évaluations pour savoir quel est exactement le trouble. Est-ce que c'est un TSA? Est-ce qu'il y a un trouble du développement intellectuel associé? Est-ce qu'il y a un TDAH associé, etc. Et qu'on puisse mettre des mots. Et puis parfois, il y a des gens qui ont eu un diagnostic de psychose infantile, etc., ou qui en fait ne correspond pas du tout à de l'autisme. Donc c'est vraiment important que déjà on puisse savoir quels sont les troubles présentés. Diapo suivante. Alors un petit mot, alors Anna en a largement parlé ce matin, mais juste pour vous rappeler que les critères de diagnostic du TSA chez l'adulte sont exactement les mêmes chez l'enfant que chez l'enfant. C'est juste qu'ils persistent à l'âge adulte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que même dans les manuels de formation, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'autisme, c'était noté que chez l'enfant. Et donc, c'était même dans les troubles de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, c'est assez récemment, par exemple, dans les manuels pour les étudiants en médecine, c'est que assez récemment qu'on fait l'apparition des pages sur le diagnostic de TSA chez l'adulte et l'apparition que ça existe bien chez l'adulte. Et donc, évidemment, ça ne s'arrête pas quand on a 18 ans, ça continue les signes. Et donc, quelqu'un qui a eu un diagnostic de TSA à l'enfance, il continue d'être autiste, et quelqu'un qui n'aurait pas eu ce diagnostic, on peut toujours aussi lui faire à l'âge adulte. Diapo suivante. Alors, comment on fait le diagnostic? C'est comme ce que vous a montré Anna, c'est exactement la même chose chez l'adulte, c'est ado CADI qui vont nous aider en fait à obtenir les critères du DSM-5 que je viens de vous montrer. Et parfois, c'est pas très simple. Et donc, en tout cas, étant donné le retard majeur dans le diagnostic en France, il y a aussi d'autres propositions qui ont été faites pour améliorer le repérage et faire des diagnostics un petit peu plus rapides. Alors, ce qui prévaut, c'est vraiment de poser le diagnostic avec les critères DSM-5. Ado CADI sont des outils pour nous aider à poser ce diagnostic. C'est pas l'ado, c'est l'ADI en eux-mêmes qui posent le diagnostic, c'est vraiment les critères DSM-5. Et donc quand dans certaines situations, et notamment dans la mesure de repérage, il y a une grande mesure de repérage en fait au niveau national qui s'appelait la mesure 37, qui est maintenant devenue la mesure 12, dans laquelle des équipes comme la nôtre interviennent, mais dans toutes les régions de France, pour repérer les personnes dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. On va proposer d'autres outils pour pouvoir faire ces évaluations au grand nombre de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées dans les établissements. Diapo suivante. Alors, comme chez l'enfant, l'autisme est un trouble du neurodéveloppement, donc ça ne change pas, je vais pas reparler de ce sujet, mais comme chez l'enfant, donc à la fois c'est toujours un trouble du neurodéveloppement, mais aussi l'autisme est très associé à d'autres troubles du neurodéveloppement. Diapo suivante. Alors, ce qui est important aussi, là je vous ai parlé du diagnostic, donc on va dire, comme je vous disais, TSA, TDAH, TDI, etc. Et puis ensuite, on fait des évaluations fonctionnelles. Et en fait, ce qu'il ne faut surtout pas se dire, c'est que parce qu'on pose un diagnostic, alors ça veut dire qu'il y a une prise en charge qui correspond. On ne va pas dire, alors ça c'est quelqu'un qui est autiste, donc comme il est autiste, il faut ci, il faut ça. Alors que lui, par exemple, il a un TDAH, donc il faut ci, il faut ça. Et ça ne marche pas du tout comme ça. Alors évidemment, il y a des grandes lignes qui sont intéressantes, mais en fait, chaque personne va être unique et va avoir besoin d'une évaluation personnalisée, donc on dit fonctionnelle, sur ses particularités en termes de communication, ses particularités sensorielles notamment, mais aussi ses particularités neuropsychologiques, de fonctionnement, etc. Et donc, par exemple, c'est pas rare qu'on puisse avoir des personnes qui sont
estimés qui sont par exemple en foyer d'accueil médicalisé, qu'on estime avec un trouble du développement intellectuel. En fait, on mesure leur QI, ils n'ont pas du tout de trouble du développement intellectuel. C'est un trouble du spectre de l'autisme sans trouble du développement intellectuel. Et donc, c'est vraiment important de faire ces évaluations un peu plus fonctionnelles pour bien voir qu'est-ce qui va être bien pour la personne. Donc avec les évaluations par exemple sensorielles, c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui va pouvoir faire du bien à la personne, pouvoir l'apaiser, ou au contraire qu'est-ce qui va être un facteur irritant, qu'est-ce qui va créer justement des troubles du comportement. Si, par exemple, pareil, en termes de communication, il y a des particularités, c'est bien de savoir quelles sont les difficultés en termes de communication et surtout comment on peut y remédier, et quels sont les meilleurs modes de communication qui seraient possibles pour la personne. Donc le mieux, c'est de l'avoir en fait en dehors d'une période de crise, quand la personne elle va bien, pour qu'on sache quel est son fonctionnement, parce que comme ça, s'il se passe des choses, eh ben, on saura, comme un peu Idriss, voilà, comment lui, il n'arrive pas à exprimer sa douleur, donc comment il est capable de fonctionner pour communiquer. Et donc, si on sait, en dehors d'une douleur, comment il peut communiquer, alors on peut envisager de lui apprendre à communiquer quand il a mal pour pouvoir exprimer le fait qu'il a mal. Donc ça, c'est important de pouvoir le faire pour chaque personne. Et il faut vraiment, encore une fois, pas se dire que si le package d'une personne autiste, c'est un casque anti-bruit, des pictos, etc. C'est pas du tout le cas. Il y a des personnes pour qui les pictogrammes, c'est complètement adapté. D'autres, ce n'est pas adapté parce que soit c'est trop dur, soit c'est au contraire, ça ne leur correspond pas. Ils n'ont pas besoin de ces pictogrammes. Donc c'est vraiment dépendant de la personne. Il y a aussi donc, la partie sensorielle. C'est pas un critère obligatoire. Donc il y a aussi des personnes qui ont un TSA sans de particularité sensorielle, ça existe aussi. Donc il faut vraiment tout ça le prendre en compte. Diapo suivante. Donc on assure aussi une évaluation des troubles associés pour tous, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors sachant que les troubles associés, parfois ils sont un peu vie entière, comme le TDAH. Quand on a un TSA et un TDAH, on l'a de façon chronique. Alors que par contre, il y a des troubles associés, comme par exemple de faire un épisode dépressif, qui sont des choses qui vont être plus ponctuelles. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le TSA est très associé et plus associé aux troubles psychiatriques que dans la population générale. Donc quand on a un TSA, on a un risque élevé d'avoir un trouble psychiatrique. Alors pourquoi ? Pour plein de raisons. À la fois, il y a des facteurs génétiques communs, puis après, il y a des facteurs environnementaux. Quand on a un TSA, on a aussi des facteurs de stress liés à son TSA, parce que ça demande beaucoup plus d'adaptation. C'est beaucoup de stress, et le stress, c'est un générateur de troubles psychiatriques. Donc à peu près tous les troubles psychiatriques sont plus vus dans le TSA, puis parfois on n'y pense pas. Par exemple, comment on fait un diagnostic de trouble bipolaire chez quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme avec une déficience intellectuelle, c'est pas forcément facile. Et souvent on n'y pense même pas, on se dit même pas que c'est possible. Alors que parfois si on fait cette hypothèse et qu'on le traite, on va réussir à obtenir une amélioration des symptômes. Donc c'est toujours important de se dire quel pourrait être le trouble, et du coup est-ce qu'il pourrait y avoir ce trouble, faire l'hypothèse dans l'idée que peut-être si on traitait ce trouble associé, alors ça pourrait améliorer le comportement de la personne. Un petit mot sur la schizophrénie, le trouble du spectre de la schizophrénie. C'est pas quelque chose qui est séparé de l'autisme. On n'est pas soit autiste, soit schizophrène. On peut tout à fait avoir un trouble du spectre de l'autisme avec secondairement une schizophrénie. Et même le risque, il est même majeur. Il est x8 à peu près, quand on a un TSA, d'avoir secondairement une schizophrénie. Donc on peut vraiment tout à fait avoir les deux. Il y a une grande fréquence également des troubles médicaux non psychiatriques, on en a parlé et puis on en reparlera largement cet après-midi. Et puis aussi des troubles du sommeil qui sont extrêmement fréquents. Et quand on a des troubles du sommeil, et ensuite si on nous réveille, par exemple, si on a souvent par exemple un retard de phase, ils ont du mal à s'endormir. Et dans ce cas-là, quand on les réveille à l'heure qu'il faut, ils n'ont pas assez dormi, ils sont fatigués. Et quand on est fatigué, on est encore au moins bien. Donc ça, c'est à prendre en compte, par exemple avec de la mélatonine. La diapo d'après. Donc les recommandations, je ne vais pas forcément m'apesantir dessus aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'il y a des recommandations de bonnes pratiques qui existent chez l'adulte, qui sont donc multidimensionnelles, donc avec accompagnement social, communication, sensorimoteur, éducatif, psychologique, formation à l'emploi quand c'est possible, la formation l'aide aux proches aidants, l'accompagnement associatif, et puis médical, psychiatrique et non psychiatrique. Ça, c'est toutes les grandes dimensions qui sont importantes à prendre en compte. Et puis en fait, en fonction de la personne, il y a des personnes pour qui il y avait des dimensions qui vont être plus ou moins pertinentes. Diapo suivante. Alors, sur tout ce qui va être la partie somatique, c'est vraiment important, mais vraiment là, on est sur des aspects de prévention des troubles du comportement, mais de s'assurer de l'existence d'un médecin traitant et de bilans somatiques réguliers. C'est impressionnant à quel point on a plus de mal à avoir des suivis. C'est important de regarder, par exemple, les vaccins. Est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce que le suivi dentaire est assuré? Est-ce que le suivi gynéco est assuré? Parce que quand il n'y a pas de suivi comme ça, finalement, c'est là où on ne se rend pas compte qu'il est en train de se développer une carie, puis un abcès, etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive aux troubles du comportement. Donc ça, les aspects
aspects de prévention, je pense que c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Donc pareil, donc au niveau ophtalmo, gynéco, etc. Et d'autant plus qu'il y a pas mal de, donc je vous disais, de troubles médicaux associés. Diapo suivante. Alors tout à l'heure, on aura donc la présentation spécifique de santé BD, mais moi aussi j'en parle, je crois qu'on en parle tous de santé BD, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très utile dans nos pratiques, et ça peut aider à préparer les consultations, interventions, hospitalisations. Pour vous donner un exemple, ce qui peut arriver quelquefois, c'est qu'on voit arriver des personnes qui arrivent en ambulance, sans aucun accompagnement, sans qu'on ait rien du tout, et donc on peut avoir, moi j'ai un monsieur qui a été adressé comme ça d'un EHPAD où voilà, tout seul, qui est arrivé avec une pochette avec son traitement parce qu'il était parti tôt le matin. Et donc, du coup, pour qu'on lui donne son traitement, mais j'avais absolument aucune indication sur pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, forcément, après, on appelle la structure, etc. Mais c'est pas très aidant. Et donc, le premier monsieur, il avait fait beaucoup de routes pour qu'ensuite, derrière, on dise faut rentrer chez vous, à l'EHPAD, parce qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Donc c'est bien de préparer les consultations ou les interventions, les hospitalisations, de toujours expliquer les objectifs à la personne, d'utiliser, on en a parlé ce matin, des supports visuels, d'informer le professionnel de la présence d'un TSA, parce que alors à la rigueur, nous, on sait ce que c'est que le TSA, mais il y a des professionnels qui ne savent pas. Et donc c'est important de les informer, faire le lien, accompagner la personne, utiliser les outils de communication, et puis autant que possible pour les professionnels, savoir qu'il faut faire attention aux aspects sonores et de luminosité. Moi je demande toujours en consultation aux personnes quand moi je voudrais allumer la lumière, est-ce qu'eux ils vont être OK avec le fait que j'allume la lumière, est-ce que ça ne va pas être trop agressif pour eux. Voilà, diapo suivante. Alors, il y a des brochures qui sont éditées, et notamment, on a une brochure qu'on avait éditée en 2019 entre l'AP-HP et le CRAIF, qui s'appelle « Votre prochain patient est autiste ». Vous pouvez le trouver en tapant sur Google « Votre prochain patient est autiste ». C'est complètement accessible, et donc vous pouvez l'imprimer. Ça explique justement pour un professionnel de santé, voilà, vous êtes un cardiologue, un médecin généraliste, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que le prochain patient qui arrive, il est autiste et vous ne connaissez pas bien, comment vous préparez à cette consultation? Diapo suivante. Il y a aussi donc le GNCRA, pareil, qui a édité, donc je vous ai mis le lien, et puis vous aurez bien sûr les diapos accessibles, qui a édité aussi une brochure dans ce sens pour accueillir une personne autiste dans un service de soins, et qui, pareil, vous donnera des conseils détaillés pour savoir comment adapter votre prise en charge. Diapo suivante. Voilà, si possible, donc orienter vers des interlocuteurs privilégiés, sensibilisés au TSA. Donc tout à l'heure, Perrine nous parlera de la plateforme HandiConsult. Et il y en a vraiment qui se développent sur le territoire national, des plateformes HandiConsult, avec des protocoles d'investigation adaptés, un interlocuteur désigné, des consultations conjointes, un personnel en nombre adapté, un temps d'attente qui est réduit, des temps d'intervention qui sont adaptés, des aménagements spécifiques qui sont proposés. Donc c'est vraiment toujours intéressant de proposer ce type de consultation quand c'est accessible, quand c'est disponible. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer au niveau national. Diapo suivante. Voilà, sur les actions de prévention. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi au niveau de l'environnement. Donc, adapter l'environnement, prévoir des temps de retrait, des temps d'activité physique, de relaxation, des interventions sensorielles. Et donc, pas uniquement des temps devant la télé, mais aussi ne pas non plus surcharger les emplois du temps, par exemple. Il y a vraiment des choses comme ça sur lesquelles on peut travailler pour faire la prévention des troubles du comportement en regardant un petit peu les emplois du temps de la personne. Donc voilà, ni surcharger, ni trop à déambuler, à ne rien faire. Apprendre à l'adulte à éviter les situations anxiogènes ou d'inconfort, donc de pouvoir savoir qu'est-ce qui le met dans une situation qui est désagréable, et donc ensuite adapter. Par exemple, on peut tout à fait mettre un adulte qui supporte pas le fait de manger avec tout le monde, plutôt dans son coin, à manger tout seul en regardant le mur, parce que si c'est plus facile pour lui que d'être à une table avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être faciles au quotidien et permettre d'éviter des troubles du comportement. Ensuite, structurer les temps et les activités, donc afin d'éviter l'ennui, la déambulation, je vous en ai déjà parlé, et repérer absolument la douleur avec des grilles dédiées. Diapo suivante. Alors, d'autres choses, mais on en a déjà pas mal parlé, donc je vais peut-être passer très vite, mais en situation d'échange avec un adulte autiste, ça c'est vraiment les recommandations de la HAS. J'ai remis encore une fois le lien vers les recommandations. C'est vraiment quelque chose qui vous est
vous est tout à fait accessible. Donc veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de stimulation auditive, visuelle, parce qu'en fait quand on lui parle, s'il y a déjà plein de bruit à côté, ou s'il y a la télé derrière, ça va être compliqué pour lui de comprendre, de vous écouter. Limiter éventuellement les modalités de communication, visuelle ou orale, éviter le contact oculaire, éviter, s'il est difficile à supporter, éviter plusieurs conversations et plusieurs interlocuteurs dans un même espace. Ça, c'est compliqué pour la personne s'il y a deux personnes qui sont en train de lui parler. Essayer d'être cohérent avec ses collègues ou avec les échanges. S'il n'y a pas une personne qui va dire tiens, cet après-midi on va faire ça, puis en fait un autre 3 minutes après qui dit en fait on va faire ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être perturbant pour les personnes. Parler avec un débit de parole lent ou modéré, utiliser un langage clair, éviter les doubles sens, le recours à l'implicite, les expressions idiomatiques, etc. Et laisser surtout, on en a pas mal parlé ce matin, le temps à la personne de répondre avant de lui reformuler. On peut lui laisser un petit peu de temps. Diapo suivante. Alors maintenant, dans les situations, donc là, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour prévenir les troubles du comportement. Donc à la fois la prévention sur le plan médical, s'assurer d'un bon suivi, qu'il n'y ait pas de douleur, mais aussi assurer l'adaptation de l'environnement selon les recommandations de bonne pratique. Alors si maintenant on a des troubles du comportement, qu'est-ce que donc un comportement de défi, qu'est-ce qu'on peut proposer? Déjà, on peut faire une évaluation fonctionnelle du comportement, je vais détailler un petit peu après. Ensuite, une recherche systématique d'une cause somatique. On peut faire un test antidouleur, on donne un gramme de paracétamol et on voit si ça peut déjà un peu apaiser les choses ou pas, ce qui est quand même un très bon test. Et puis vraiment se dire qu'il ne faut pas hésiter à demander une évaluation somatique s'il y a un changement brutal de comportement inexpliqué. Et en fait, vous voyez que je mets plus ou moins consultation psychiatrique, ça ne doit pas du tout être la priorité. Il ne faut pas du tout se dire il y a eu un trouble du comportement, hop, réponse psychiatre neuroleptique. C'est vraiment pas du tout comme ça que ça marche, comme le pensaient mes étudiants en médecine sur la première diapo. Mais c'est vraiment l'évaluation fonctionnelle et donc l'évaluation somatique. Diapo suivante. Voilà, l'évaluation fonctionnelle du comportement, donc qu'est-ce que c'est? Donc il y a des outils qui sont dédiés. Pareil, je vous ai mis un petit site avec des différents outils. L'idée, c'est de bien décrire le comportement de la personne et de faire des hypothèses sur ce qui a pu se passer, quel est le facteur déclenchant potentiel et donc les conséquences du comportement. Et ensuite, on va faire des stratégies d'intervention en fonction des hypothèses. Donc on fait une première hypothèse. On se dit, par exemple, est-ce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait trop froid, il avait trop chaud, il avait trop soif, etc. Il avait mal. Donc, par exemple, il avait mal, on lui donne du paracétamol. Est-ce que ça a marché? Ah bah oui, voilà, ça va mieux. Bon, donc on arrête, c'est fini. Ensuite, on se dit, voilà, il n'avait pas bu depuis hier, il fait très chaud, il fait 30 degrés en ce moment, et peut-être il avait soif. Et imaginez quand même, ça paraît rien comme ça, mais imaginez, vous avez soif et vous ne pouvez pas communiquer pour dire que vous avez soif et vous n'avez pas accès vous-même pour vous servir d'un verre d'eau. Et bien en fait, ça peut être vite très très horrible. En fait, je pense qu'on se sent vraiment. Moi, quand j'ai soif, j'ai envie de boire, quoi. Et donc, je pense que ça peut complètement être générateur pour la personne qui a soif et qui a chaud de troubles du comportement. Donc, diapo suivante, c'est un exemple de petite grille. Il y en a plein d'autres qui existent. Avec, on peut noter quel est le trouble du comportement, à quelle heure, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte, etc. Et donc, pouvoir faire des hypothèses. Et donc, diapo suivante, les différentes hypothèses. Pardon, diapo suivante. Diapo suivante, non, c'est... La diapo suivante, c'est les différentes... c'est intéressant, ça vous montre les différentes hypothèses qui peuvent arriver. Est-ce que la personne, elle avait un inconfort important, du bruit, de la lumière, ce que je disais, ou de la soif? Est-ce qu'elle a mal? Est-ce que elle est jalouse? Est-ce qu'elle a fait une tâche trop difficile? On lui a fait faire une tâche et puis en fait c'est trop difficile, elle n'y arrive pas, elle est frustrée de ne pas y arriver. Alors là, elle peut lancer la table, des choses comme ça. Donc on peut vraiment faire l'hypothèse de qu'est-ce qui a pu se passer en fonction évidemment des particularités de la personne. Et puis ensuite, à chaque fois, dès qu'on fait une hypothèse, on essaie d'y répondre. Et voyant, par exemple, avant il n'y avait pas de trouble du comportement, puis maintenant elle est à la table avec un tel avec qui elle ne s'entend pas. Est-ce que si on fait l'hypothèse que la personne elle va changer de table, est-ce que pour manger, est-ce que ça peut réduire les troubles du comportement? Donc c'est vraiment le principe de à chaque fois une hypothèse, on teste et on voit ce que ça peut donner. Diapo suivante. Donc, ce qui est important aussi, c'est de bien pouvoir évaluer la douleur. Et donc, il y a des grilles qui sont spécialisées, adaptées, qui peuvent exister. Pareil, je vous ai mis des liens pour accéder à ces grilles. Diapo suivante.
Voilà, et donc j'avais dit, première chose, évaluation donc, fonctionnelle du comportement. Deuxième chose, donc évaluation d'une cause somatique, donc évaluation de la douleur, consultation somatique adaptée pour voir s'il pourrait y avoir une cause médicale, donc où ça peut être le médecin de l'établissement, le cas échéant. Et en dernier lieu, vous voyez, on peut faire une consultation psychiatrique si, donc on indique que c'est s'il y a eu un échec des mesures précédentes. Et alors, à quoi sert la consultation psychiatrique ? Et bien, en fait, encore une fois, à faire une hypothèse de qu'est-ce qui pourrait y avoir comme troubles associés qui auraient pu donner ces signes. Par exemple, j'avais une petite jeune dont j'ai parlé tout à l'heure à Cora qui est venue me voir. Elle était 24 ans, elle était en IME. Et en fait, elle devait passer en femme et elle a commencé à être un peu stressée de passer en femme. Et ça se passait pas bien. Elle commençait à mordre sa mère et à crier sous la douche. Donc c'est des petits troubles du comportement. Il n'empêche que c'était quand même embêtant et que finalement, à chaque fois qu'elle faisait des stages en femme, on lui disait bah non, elle est ingérable, alors qu'elle avait jamais eu de troubles du comportement. Et en fait, du coup, elle pouvait pas passer en femme parce qu'à chaque fois les stages s'étaient refusés. Et ce qui se passait, c'est que ses parents étaient de plus en plus stressés en disant oh là là, ça va jamais marcher. Elle a 24 ans, du coup, elle est en fin d'amendement Creton. Il va vraiment falloir qu'on la passe en femme et on trouve pas de solution. À finir à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc les parents étaient très stressés. Elle le sentait, elle était encore plus stressée. Puis la situation, elle a duré comme ça des mois. Et en fait, en donné, on s'en sortait plus. Et c'est une jeune fille que j'ai traitée par fluoxétine, donc un antidépresseur, dans l'hypothèse qu'elle puisse avoir développé un épisode dépressif. Et en fait, en 10 jours, ces troubles du comportement ont radicalement cessé. Avec, du coup, elle a été beaucoup mieux. Et les parents ont dit, on la retrouve comme elle est avant. Et en fait, au début, c'était une situation stressante qui a dégénéré, qui a persisté dans le temps et qui a débouché sur un épisode dépressif. Et donc maintenant, elle a pu, vraiment, en 10 jours, aller beaucoup mieux. Et donc, elle avait que ça comme traitement. On l'a maintenue selon les recommandations pendant quelques mois, donc normalement c'est 6 à 12 mois. Alors, on l'a maintenu 8 à 9 mois, quelque chose comme ça, puis après on a diminué dans le but d'arrêter le traitement, et donc maintenant elle a pu passer en femme. Et donc vraiment ça c'est intéressant de pouvoir faire l'hypothèse, comme on l'a fait pour l'environnement, faire l'hypothèse puisque souvent c'est difficile, moi j'ai essayé de voir si elle était triste, mais elle ne s'exprimait pas, je lui ai montré des petits bonhommes tristes, est-ce qu'elle préfère est-ce qu'il est triste comme elle, etc. Mais elle ne reconnaissait pas bien. Donc il a fallu que je fasse cette hypothèse. Mais l'idée, c'est vraiment que si on met un traitement, c'est dans une hypothèse derrière. On fait ça parce qu'on pense à quelque chose et on s'est justifié en fait, de pouvoir dire voilà, je fais cette hypothèse, c'est justifié parce que telle et telle chose. Donc j'essaye ce traitement. Mais si le traitement ne marche pas, alors je ne me dis pas bon, je le laisse et puis j'en essaye un autre. Non, on l'enlève d'abord et on en essaye un autre secondairement. Et on peut faire des hypothèses comme ça avec donc l'épisode dépressif, avec le trouble bipolaire qui est quand même quelque chose qui existe chez les personnes avec TSA et même qui peut être générateur de troubles du comportement. Par exemple, quand c'est un peu cyclique, c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. Et parfois, le fait de traiter ce trouble bipolaire va améliorer les troubles derrière. Ou par exemple, on peut aussi avoir des épisodes délirants dans le cadre d'une schizophrénie ou des choses comme ça. Donc c'est bien de pouvoir faire l'hypothèse, mais derrière, il faut donner un traitement adapté et sur une durée relativement courte. En tout cas, si ça ne marche pas, on arrête. Et donc, dernière diapo suivante, je crois que ça sera la dernière. Ah non, pas encore, mais bientôt. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on peut quand même utiliser un traitement neuroleptique en dernier recours, un traitement psychotrope et notamment la risperidone en cas d'échec total de toutes les mesures qui peuvent exister. On a fait plein d'hypothèses, ça n'a pas marché, on n'a pas de cause somatique retrouvée, on n'a pas d'hypothèse au niveau psychiatrique et donc c'est quand même quelque chose qui est possible de mettre un petit peu de neuroleptique, mais vraiment c'est risperidone ou aripiprazole et donc c'est des choses qui sont encadrées et donc c'est à des doses qui sont la dose minimale efficace et encore une fois c'est pas de mettre 100 mg de tertian puis 100 mg d'autres choses etc. et de continuer comme ça aldol etc. parce qu'on se finit vite par avoir 2, 3, 4, 5 il y en a eu jusqu'à 13 psychotropes comme ça parce que à chaque fois ça marchait pas et en fait ce qui se passe c'est que ça finit toujours par entre guillemets marcher si la personne elle est complètement sédatée mais on ne peut pas laisser les personnes comme ça complètement sédatées sans avoir aucune vie, aucune possibilité et surtout avec derrière des conséquences physiques qui sont aussi assez dramatiques. Donc c'est vraiment important de ne pas prescrire n'importe comment et qu'il n'y ait pas 1000 couches de traitement. Donc après il y a des recommandations un peu de bon sens qui sont notamment d'éviter la polymédication, d'avoir une posologie adaptée la plus faible possible et surtout que si ça ne marche pas, on arrête pour essayer éventuellement quelque chose, mais en tout cas on arrête, on ne remet pas quelque chose en plus par-dessus. Diapo suivante.
Alors donc je vous disais les 2 derniers points importants, c'était donc de pouvoir former et superviser les professionnels. Alors il y a plein de choses qui sont faites à la fois au niveau national, régional, et puis qu'on peut faire à la Pitié. Je vous disais, on a fait une unité d'enseignement pour les étudiants en médecine, c'est en disant qu'on va les former, formation continue dès le jeune âge, que ça va aussi permettre aux étudiants d'être en formation initiale, d'avoir déjà les bases de ce qu'il faut faire. Puis on a fait un séminaire aussi pour les internes, parce que pareil, les internes en psychiatrie ne connaissaient pas bien le TSA. Et puis on fait pas mal de formations. Alors il y a plein de formations qui existent maintenant, ça se développe de plus en plus. Des formations, il y a la formation par exemple de l'UNES qui est très bien, qui est en ligne et pour le coup qui est pour tous les... Il y a une formation pour les étudiants en médecine et puis une autre pour les internes en ligne accessible à tous. Et il y a donc le très beau projet START également. Enfin, il y a vraiment plein de projets qui vont faire que progressivement les gens vont être de plus en plus formés et c'est une très bonne chose. Et diapo suivante. Et voilà, ça sera la dernière. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des accompagnements, pour le coup, experts multidisciplinaires. Là, je vous ai mis un peu dans toutes les cases. Là, ce sont tout ce que nous, on propose à la Pitié. Donc on a plein d'unités qui sont en fait dans plein de services. Par exemple, on a la filière déficience, une unité d'épileptologie, notre centre du neurodéveloppement, l'USIDATU, la plateforme HandiConsult, le CRMR Pradort, dont vous parlera Christine juste après, le CRMR Tourette, l'UNIS pour les personnes qui sont sourdes et qui ont souvent aussi un trouble du neurodéveloppement. Et puis plein d'autres qui reçoivent de façon plus ponctuelle des personnes avec un trouble du neurodéveloppement. Et en fait, le problème, c'est que souvent, ils arrivent en consultation. Alors moi, comme le jeune dont je vous parlais au début, il arrive me voir moi, mais en fait, il a besoin d'un dentiste. Et donc, on se retrouve comme ça à avoir des personnes qui viennent dans chaque consultation, alors qu'en fait, ils auraient besoin d'une consultation coordonnée, multidisciplinaire. Et donc, c'est vraiment ce projet sur lequel on travaille à la Pitié-Salpêtrière pour pouvoir proposer justement une porte d'entrée unique et que du coup ces personnes puissent être accompagnées de façon pluridisciplinaire. Et je pense que c'est des choses qui aussi se développent largement sur le territoire national. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Dernière diapo, qui sera la vraie dernière. Voilà, et je remercie toute mon équipe qui travaille avec moi à la Pitié. Voilà, merci beaucoup. Puis je suis disponible.